Le calling, d'après ce que j'ai compris, c'est ce que je vois très fréquemment dans les relations amoureuses, c'est chaud-froid, quoi. C'est un coup, je viens vers toi, et après je me retire, et après donc je mets de la distance, c'est pas toujours conscient, et après je reviens, et je fusionne, et je remets de la distance, c'est ces allers-retours. Donc déjà, je voulais savoir qu'est-ce qui peut pousser en fait quelqu'un à faire ça? Est-ce que c'est une démarche consciente ou inconsciente? Le fait d'être toujours chaud, froid, de venir vers quelqu'un puis de mettre la distance. Alors, non, c'est pas très conscient. Enfin, il y a quand même une part de. Je m'en rends compte, c'est pas quelqu'un qui est évanoui quand même, faut pas exagérer. Mais le processus, cette dynamique relationnelle d'aller vers et de se retirer, c'est un contre-mouvement, hein, vous avez vu, c'est un mouvement d'aller vers l'autre, donc un désir. Il y a une aspiration de connexion. Et donc, faut pas oublier que chez tous les humains, tous les mortels, il y a cette envie, cette aspiration du cœur à se connecter à un autre que nous pour se relier, pour vivre la communion. Et ici, il y a une autre part de cette personne qui freine en fait. Donc il y a une part qui va vers, qui cherche à se relier, c'est sa plus grande aspiration, et la part qui freine, c'est la part qui a peur. Donc c'est là où c'est pas très conscient, c'est conscient sans en être conscient, parce que la personne, ce qu'elle va dire dans ses propos, c'est du oui, mais l'autre n'est pas forcément la bonne personne, c'est pas une évidence. Oui, mais donc elle va dire du oui, mais quelque chose. Bon, il va y avoir des freins dans le contenu si on l'interviewe, hein, cette personne-là, hein. Parfois on l'appelle l'évitant, voilà, mais c'est pas tout à fait le bon terme, je pense. Ça fait partie, moi j'avais écrit un livre sur les profils amoureux, il fait partie de certains profils qui ont justement à la fois ce double mouvement entre l'aspiration et la peur. Et donc il y a vraiment la partie qui a peur, elle freine en fait. Elle se retire parce que elle a peur de s'engloutir. Elle a peur de rejouer les traumatismes du passé, en fait, hein. Soit d'être trahi, soit d'être englouti par l'autre, soit d'être intrusé, soit d'être enfermé, enfin, les plus grandes peurs, quoi. Les plus grandes peurs de la souffrance de la relation amoureuse, qui est en lien avec l'attachement, en fait. L'attachement, le lien d'attachement primaire avec nos parents. Et donc, quand on a eu des manquements dans l'enfance, bah, ça se répercute quand on est grand, plus tard, à l'âge adulte. C'est là où c'est pas très conscient. Et on va avoir cette part qui va anticiper le danger en disant, oulala, ok, je fusionne avec l'autre, ça a l'air chouette et tout, mais, trois petits points, et là, c'est ce que je vous ai dit, hein, mais trois petits points, et là, il va y avoir des réponses qui sont pas très cohérentes des fois, hein. Si on interviewe la personne, si par exemple je suis avec ce partenaire amoureux, et que j'ai déjà eu dans le début de rencontre des moments de fusion. En général, c'est ce qui se passe, hein. Il y a des moments quand même chouettes au début. Et puis, quelques temps après, il y a du froid, il y a de la distance, il y a du silence souvent. C'est souvent une relation en discontinu, en pointillé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de textos, et puis après, il y a presque plus rien, point d'interrogation, il n'y a pas d'information. Et la personne est en train de se retirer, donc c'est la partie qui a peur qui est au rendez-vous. Mais peur de quoi, on ne sait pas. Mais même elle, des fois, si on l'interviewe, elle ne sait même pas de quoi elle a peur vraiment, en fait, hein. Pas très clair tout ça, hein. Donc après, elle peut donner des arguments, mais c'est jamais très très clair. Voilà. Et donc c'est extrêmement, c'est pas du tout sécurisant pour celui qui est en lien. Celui qui est en lien, souvent, il pose des questions, hein. Il investigue, il dit, oui, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive, hein. Euh, Pourquoi tu donnes plus de nouvelles, etc. Mais l'autre, il n'est pas tellement capable de répondre. Justement, puisqu'il se retire, il va dans sa grotte, il n'est pas tout à fait en mesure de répondre à ça, en fait. Les traumatismes qui expliquent du coup cette attitude qu'on peut avoir. Oui, c'est des anticipations de danger, de souffrance. Je vais me faire avoir, l'autre va me la faire à l'envers, ça va mal se terminer, comme la dernière fois, et comme l'avant-dernière fois, ou l'autre va m'envahir, ou je sais pas quoi. Mais c'est pas clair en fait. En fait, la difficulté, c'est que cette personne-là a beaucoup de mal à pointer qu'est-ce qui l'effraie ou qu'est-ce qui la dérange. Ça peut être aussi quelque chose qui l'énerve, ou oui, qui la dérange, qui la heurte, mais c'est pas nommé parce que c'est pas en mesure d'être nommé. Donc ça va être stocké. Si c'est pas nommé, ça va être stocké.
Et tant que c'est pas clarifié, il va y avoir ce aller-retour. Oui, pour répondre, c'est très souvent lié à tout ce qui n'est pas clair et qui est dramatique comme ça, qui crée du drame, c'est-à-dire une difficulté de communiquer d'adulte à adulte, de donner des infos en clair. En général, ça vient du passé, hein. C'est pas une fatalité, c'est pas d'un coup, j'arrive à l'âge adulte et j'ai pas de compétences pour nommer ce qui se passe, quoi. C'est juste que j'ai tellement. Alors, j'ai pas de compétences pour nommer ce qui se passe en moi. Il peut y avoir ça, un problème d'alphabet. On appelle ça un problème d'alphabétisation émotionnelle. Je ne suis pas en mesure de dire ce que je ressens, mais c'est comme c'est déjà pas clair en moi, je ne peux pas exprimer souvent ce qui n'est pas clair en moi, puisque je ne sais même pas tellement bien pourquoi je fais ça. Non. Parce qu'il y a le début de la fusion. Et très souvent, vous avez remarqué dans ces exemples, hein, il y a j'y vais quand même, hein. Il y a le premier pas qui est l'élan du désir premier, qui est j'y vais. J'y vais, je fonce. J'ai envie, j'ai cette aspiration à la fusion, à l'amour, à me relier, comme j'ai dit, ça c'est vraiment puissant. Ça, c'est la part la plus pure de nous-mêmes. En fait, on est tous communément là-dedans. Après, il y a la part qui se retire, c'est celle qui est blessée, hein. C'est la part blessée, frustrée, qui freine. Donc, quand j'ai des patients, parce que moi, des fois, j'en ai hein, des patients comme ça. Ça peut être des cœurs brisés hein, de la dernière fois, de la dernière histoire. Il faut examiner, en fait. Moi, je ne sais pas, c'est au cas par cas. Il faut vraiment que j'examine dans cette part qui freine, pourquoi ça freine? Je vous entends plus. Ah, vous m'entendez plus là? Ah, là, je vous entends. Vous m'entendez? Vous Je coupez. disais dans Oui, cette part qui freine, moi quand j'ai des patients comme ça, parce que j'en ai, hein, j'ai pas que ceux qui sont attirés par des partenaires comme ça, j'ai aussi ceux qui sont dans ce process et qui s'interrogent, qui se disent c'est quand même bizarre, j'arrive pas à m'engager. Ça crée une peur de l'engagement en fait, hein, cette histoire, en fait. oui. Et donc, ils viennent vers moi en disant, mais je construis rien, j'en ai marre, je répète ça, j'ai envie, mais j'y arrive pas à m'engager. Donc, je me disperse, mais c'est pas satisfaisant finalement. J'arrive pas à construire. Donc, ils arrivent quand même vers moi aussi, hein. Souvent, j'examine avec eux quelle est la part qui anticipe le danger. On est vraiment construit sur sécurité-danger, hein. C'est la biologie qui fait ça. Et donc, j'examine toujours, mais qu'est-ce qui crée cette anticipation de danger qui fait que ben, vous vous retirez un peu brusquement sans crier gare. Voilà. Parce que évidemment, ça crée du fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ce qui va créer aussi, de l'autre côté, l'état amoureux. Il faut voir ça derrière, dans la dynamique relationnelle. Il va créer le manque. Et quand l'autre, c'est une prise de pouvoir, mais c'est pas très salutaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je me retire comme ça, j'ai donné du chaud, donc j'ai le poisson a mordu en fait à l'hameçon. Et donc le partenaire là, qui est le poisson, qui a mordu, après il court derrière parce que l'autre se retire. Donc c'est ce qui va créer l'état amoureux pour le partenaire qui est le poisson, parce que il va se sentir en manque et vouloir retourner à ce qu'il a goûté. Malheureusement, c'est des dynamiques, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, qui sont, là, c'est plutôt, je suis celui qui me fuit, qui m'échappe, et c'est comme ça que je deviens amoureuse et accrochée ou amoureux de cette personne. Et non, euh, si jamais c'est une peur justement du danger, une peur de souffrir, pourquoi est-ce que en général ces personnes ont tendance à revenir en fait? Parce qu'elles se disent oh je vais quand même je vais quand même essayer ou parce que enfin, ils se rendent compte que ça leur fait du bien. Est-ce que eux aussi ressentent un manque Alors, c'est pas forcément un manque, parce qu'il y a la peur. N'oubliez pas le conflit interne de départ. Il y a une part qui est commune à tous. C'est la part qui aspire à la connexion. Tout le monde a ça, même avec les traumas, même avec les impacts des traumatismes. Mais il y a une part chez eux qui anticipe le danger. Cette part-là, soit elle prend le pouvoir, soit elle prend pas le pouvoir. De temps en temps, ça oscille. De temps en temps, elle prend le pouvoir et donc ça fait que je me retire. Et quand ça prend pas le pouvoir, il y a l'autre part qui émerge, qui est, ah oui, mais j'aspire quand même à la connexion. Il y a du bon dans la connexion. La preuve, j'y ai goûté. Et peut-être que j'ai envie d'y retourner parce qu'il y a quand même du bon dans la relation. Et dans toute relation, il y a du bon, hein, de toute façon, hein. Il y a du partage, de la complicité, il y a des fois de la sexualité qui est bonne, il y a de la tendresse, on se prend dans les bras, etc.
Donc, de toute façon, il y a du bon dans la relation. Donc, la part qui aspire à la connexion, elle est là aussi. C'est ce double mouvement qui est embêtant. Alors que c'est chez celui qui court derrière, lui, il n'y a pas de double mouvement. Il y a je le veux, je le veux, je le veux. Ou je la veux, je la veux. Donc, il n'y a que du oui. Il n'y a pas oui et non. Oui, je comprends. Ah bah oui, c'est important. C'est un process qui est vraiment un peu tragique quand même, moi je trouve, hein, qui crée toutes les phobies de l'engagement, tous les trucs de ghosting aussi. Et c'est surtout une incompétence à nommer, donc à donner de l'information adulte, hein, ce que je disais, sur qu'est-ce qui se joue en moi, parce que la personne n'est pas au clair avec ça. Et vous diriez que c'est justement une pratique, on va dire, toxique. Ah bah, c'est pas, oui, c'est tragique. Toxique, je sais pas, c'est tragique ou dramatique. Oui, bah, mettez le mot que vous voulez, parce que ce qui est tragique, c'est que c'est pas très conscient. La personne, elle est quand même consciente qu'elle se retire. Je vous dis, elle est quand même pas débile. Elle le voit, elle l'observe. Mais c'est pas trop, elle est assez confuse, elle sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais elle le fait. Elle peut pas s'en empêcher de le faire. Et c'est tragique parce que c'est pas très volontaire, quoi. Après, on dit c'est des attachements toxiques. Si moi je continue de m'accrocher à quelqu'un comme ça, bah, ma part de responsabilité, c'est de voir que l'autre, il peut pas tellement s'engager, qu'il a des peurs qui en dessus, en veux-tu, en voilà, et qui prennent le pouvoir sur lui, et que je vais pas pouvoir bâtir une relation très saine avec un partenaire comme ça, en fait. Donc ma responsabilité, c'est de courir derrière, hein. Oui, Bah oui. Après, s'il fait une thérapie, s'il travaille sur lui, si, ou elle, et qu'elle est en capacité de clarifier cette part qui freine, pourquoi pas? Mais il y en a qui n'ont pas du tout envie de faire un travail sur eux. Il y en a qui en font et qui n'arrivent pas tellement plus à avancer d'une case. Donc, c'est pas gagné l'histoire, hein. oui. Et c'est les réseaux sociaux qui sont un peu la raison pour laquelle on retrouve de plus en plus ce genre de choses, ou est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours? Alors, ça influence. C'est vrai qu'il y a une. Voilà, c'est vrai que vous en parlez, c'est bien. Les réseaux sociaux, ça va générer une histoire de... Il y a deux trucs avec les réseaux sociaux. Il y a l'abondance déjà. Donc, il y a de l'abondance. On sait plus facilement où trouver des âmes sœurs. Voilà. Il y a plus de foison puisque je suis chez moi, j'ai pas besoin tellement de sortir et je sais que je peux éventuellement retrouver quelqu'un par des réseaux sociaux ou trouver une nouvelle personne. Donc ça crée l'abondance. Mais dans l'abondance, justement, ça fait pas. On le sait aujourd'hui, hein, c'est comme dans les étalages où il y a beaucoup de choix, on ne sait plus quoi choisir parce que on a du mal à choisir, c'est renoncer. Donc c'est compliqué avec cette histoire de réseaux sociaux, de s'arrêter sur quelqu'un. On se dit, mais si je m'arrête sur elle ou sur lui, je vais passer à côté de l'autre qui sera peut-être mieux. Bon. Alors, il y a cette affaire-là sur les réseaux sociaux et donc l'abondance. Et puis il y a le deuxième facteur qui est le fait de scroller, c'est-à-dire d'aller vite, de passer d'une personne à une autre, la société de consommation aussi, hein, de croire qu'on peut tout avoir et que tout va vite et que si celle-là, ça marche pas, c'est pas grave et que, enfin, bon, les réseaux sociaux, c'est aussi un facteur qui peut amplifier ce phénomène vous avez dit crawling, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des allers-retours comme ça, j'y vais pas. Euh, c'est une forme de frénésie. Bah, en fait, les réseaux sociaux, c'est beaucoup le striatum. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du striatum, c'est-à-dire la fonction du circuit de la récompense, de la dopamine, etc. Et donc, ça appuie là-dessus. C'est le striatum, c'est une fonction dans notre cerveau qui s'appelle le circuit de la récompense et qui est tout le temps shooté à la dopamine, d'accord? Bon, et à l'hormone du plaisir. Et il faut qu'il y ait suffisamment de plaisir à l'anticipation d'avoir cette partenaire et de la revoir et de m'engager. Parce qu'on est sur des problématiques d'engagement là, hein. Donc, si les réseaux sociaux, ça crée, ben, vous le savez, ça crée toujours un shoot à la dopamine dans les 5 minutes, parce que quand j'ai ce que je veux, j'ai mon shoot, mais après, il faut que j'ai toujours plus. Sinon, ça marche pas. Et donc, ça éteint le striatum qui veut plus.
Toujours plus, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours mieux, toujours plus intense, toujours plus ceci, cela. Et parfois, euh, ça peut amplifier ce phénomène de peur de l'engagement parce que si c'est pas assez intense ou c'était un peu intense et après ça se refroidit un peu dans la relation, par exemple avec le temps, il y a un peu moins dans la réalité, c'est un peu moins intense qu'au début, et ben voilà, je vais continuer à courir derrière peut-être l'idée que je me fais que quelqu'un d'autre sera plus intense, que celle-là elle n'est pas assez intense, donc je vais pas aller m'engager. Alors il peut y avoir des phénomènes comme ça, un peu parasitaires, de ces histoires de réseaux sociaux ou de sites de rencontres, ou de réseaux sociaux, ou de trucs comme ça, qui n'aident pas. Rappelez-vous, quand on était dans les petits villages et qu'il n'y avait pas tant de choix, eh ben, on se posait, ben non, on se posait pas tant de questions. Il y avait peut-être moins ces trucs d'aller-retour. Enfin, c'était pas du tout les mêmes mentalités. Il y avait moins besoin d'aller toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours, voilà, toujours mieux. Et là, on est un peu dans une espèce de folie de la toute-puissance de l'adolescent, hein. On voit que l'humain, un peu partout, au niveau de l'écologie, au niveau, c'est un peu, c'est ado, quoi. C'est des comportements ados. Donc là, la peur de l'engagement, c'est un peu ado quand même, hein. Il y a des peurs derrière, mais il y a un côté un peu tout-puissant ado. Je vais pas m'engager parce que peut-être qu'elle n'est pas assez bien pour moi ou qu'il est pas assez bien. Et peut-être qu'ailleurs, il y a encore mieux et que parce que, nana. Alors, soit c'est des peurs drastiques, je vais être trahi, je vais être manipulé, je vais encore souffrir, ça va être une catastrophe. Soit c'est des peurs comme ça. Elle n'est pas assez bien pour moi, il n'est pas assez bien pour moi, ça commence à être un peu plan-plan, c'est pas aussi bien qu'au début, et donc au revoir. Et concrètement, quel impact en fait ça peut avoir sur les personnes qui subissent un peu cette pratique? C'est quoi le danger pour Ah ben, j'ai dit, ça leur augmente l'état amoureux, le piège. Bah oui, ça fait fuis, moi je te suis. L'état amoureux est construit de ça, hein. Et est constitué de ce manque, de cette pénurie, euh, de quelqu'un qui échappe. Et là, c'est particulièrement quelqu'un qui nous échappe, puisqu'il était là, il joue les violons, elle joue les violons, puis après, hop, silence radio. Donc, sans info. Donc, ça donne vraiment envie de s'accrocher pour avoir le gâteau. C'est constitué de ça, l'état amoureux. Donc, le piège, c'est ça. Donc, les gens qui sont amoureux de l'état amoureux, bah, ils montent dans le bateau. Mais c'est en plus, ils se plaignent de l'insécurité, parce que ça génère de l'insécurité, évidemment, hein. Mais l'insécurité crée l'état amoureux, augmente l'état amoureux. C'est l'inaccessible étoile après laquelle je cours. Rien que le fait de se mettre dans ce process, dans cette dynamique relationnelle entre un qui court derrière et l'autre qui s'embarque, enfin qui regarde au loin, hein. Moi, je cours derrière toi et toi, tu regardes, en tout cas, tu me regardes pas, mais tu regardes au loin. Cette dynamique crée l'état amoureux, hein. Et c'est pas terrible, quoi. Il y a même des couples qui s'emboîtent comme ça, hein, avec un qui a peur de l'engagement et un qui veut absolument attraper celui qui a peur de l'engagement. Je vais créer une formation en ligne qui s'appelle Guérir de l'attachement anxieux et de l'attachement évitant. C'est ça, hein. Il y en a un qui est en attachement anxieux, donc il court derrière, et l'autre qui est en attachement évitant, donc l'autre il regarde au loin, il fuit en fait. Ah, ah bah oui, oui, bah oui, c'est une névrose qui s'emboîte parfaitement dans beaucoup de couples, malheureusement. Ah oui, ça explique beaucoup de choses et bon bah oui, celui qui subit, il se met un peu en dessous, quoi, puisque il court derrière, donc c'est jamais terrible pour lui parce qu'il idéalise l'autre. Ouais, enfin bon, voilà, c'est toute la dynamique de l'état amoureux, de la passion et des projections, et faite que de projections, hein. Autant celui qui fuit, là, il projette que l'autre est un objet dangereux, autant celui qui court derrière, il projette que c'est la meilleure personne sur Terre, je sais pas quoi, pendant un moment, hein. Après, il y a une part, enfin, celui qui subit, il se dit, il râle aussi. Il dit, mais c'est pas normal, mais t'as vu ce qu'il me fait, ou ce qu'elle me fait, mais alors après, c'est un PN, c'est un pervers narcissique, mais enfin, comment? Bon, il y a tout ça derrière aussi, hein, parce qu'il y a de la colère derrière le fait que je ne peux pas attraper cette personne, mais que je reste accrochée quand même. Donc je rappelle que la responsabilité, c'est de ne pas s'accrocher quand ça continue et continue. Si ça s'installe comme ça, c'est pas sain, quoi. C'est des relations symbiotiques, hein. Donc à un moment donné, la part de responsabilité de celui de la victime, c'est de dire bon, il veut pas s'engager, elle veut pas s'engager. À un moment donné, bon, elle veut pas le faire, elle n'est pas en mesure de faire le travail pour voir, pour y voir clair.
tant pis, hein, je lâche l'affaire, je vais passer à autre chose. Moi, j'ai pas besoin d'état amoureux à ce point et de souffrir. Aucun intérêt, en fait. Et quels sont les conseils que vous donneriez justement pour en sortir de cet état-là? Bah, de comprendre que l'état amoureux, ça peut être un piège. Et que c'est une projection idéalisante sur quelqu'un qui fuit, c'est-à-dire qui ne donne pas tout à voir, qui masque. En fait, c'est la personne qui... Parce que quand je fuis comme ça, je crée le mystère. Et c'est une... Aimer le mystère, aimer, c'est projeter. Je projette que l'autre est un objet parfait parce qu'il est mystérieux et parce qu'il ne se dévoile pas. Mais c'est erroné, en fait. C'est un postulat erroné. Si cette personne qui me fuit, d'un coup, ne me fuit plus et vit avec moi au jour le jour dans un quotidien, bah, je vais cesser cette projection idéalisante. Et mais tant que je le fantasme, bah, je ne vais pas cesser. Mon état amoureux va toujours croître. Donc, c'est un travail sur la désaffectation de l'état amoureux. C'est cesser d'être amoureux de cet état amoureux qui crée la passion, en fait. Il y a un truc à comprendre et à changer de recrutement, c'est-à-dire à recruter quelque chose de plus stable que de recruter des personnes qui finalement ne peuvent pas s'engager, qui sont instables, en fait. Malheureusement, c'est ça où c'est tragique, c'est pour ça que je dis c'est tragique, parce qu'elles sont instables, mais elles font pas tellement exprès d'être instables. Elles sont instables. Et si je suis quelqu'un, par exemple, j'ai une trentaine d'années et je veux être dans, même pas, enfin, je sais pas quoi, j'ai envie de stabilité, je vais recruter des gens comme ça pour être amoureux, mais c'est sympathique, mais ça va pas me mener bien loin, quoi. Je vais pas construire beaucoup de choses, là. Quoi pour essayer de plus aller vers ces personnes? Oui, et puis voir pourquoi je suis tellement accrochée à mon état amoureux, parce que c'est ça, l'inaccessible, le mystère m'accroche, et je veux de la passion, mais à quel prix? Donc, c'est ça le truc qui est malsain, en fait. En fait, c'est un peu lié à la dépendance affective. Ben, souvent, oui. Enfin, pour celui qui court derrière, hein. Je vous rappelle que l'autre, il est pas l'autre, ben, c'est ça, oui, 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 oui. Mais exactement, parce que l'autre, bon, il n'est pas tellement dans je cours après, lui, il court pas, donc lui, il a d'autres problèmes ailleurs. En fait, d'ailleurs, ses préoccupations sont pas tellement centrées sur le partenaire, hein. Elles sont centrées sur d'autres choses. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, mais voilà. Mais il a autre chose. Et c'est pour ça que quand j'examine et je décortique à la louche qu'est-ce qui se passe sur les gens qui ont cette double aspiration, l'aspiration à la connexion et en même temps la peur, euh, ils ont plein de problèmes aussi, eux. Faut pas non plus voir que bon, ce sont des personnes formidables qui font exprès de manipuler, qui sont narcissiques, mais ils ont plein de problèmes aussi, en fait. C'est pas terrible non plus de leur côté. Il y a toujours un enfant intérieur qui souffre derrière. Mais bon, dans les jeux des apparences, on voit un qui est victime et l'autre qui prend le pouvoir, quoi. Celui qui fuit, il a l'impression qu'il prend le pouvoir, mais bon, c'est de toute façon les deux souffrent, hein. Moi, c'est pour moi. J'ai Ouais. ajouté. Ouais, parce que je voudrais rajouter, parce que c'est mal compris, ça, celui qui peut pas s'engager souffre de pas pouvoir s'engager. N'oubliez pas que, il y a une partie de nous qui espère s'engager, qui espère un amour profond et durable. Donc la connexion. On souhaite la connexion et quand on n'y arrive pas, on n'est quand même pas bien, quoi. Il y a un endroit qui s'accomplit pas, quoi. Il y a un truc un peu de désespoir de pas pouvoir arriver à créer un amour profond et durable. Donc les deux parties souffrent. Celui qui est dépendant, bah oui, lui, il est tout petit, c'est un petit tout qui s'accroche à sa grande maman ou son grand-papa. Et pour l'autre, bah, c'est aussi assez désespérant, quoi. Donc, c'est des mécaniques qui s'installent. Il ne faut pas qu'elles s'installent, justement. Mon conseil, c'est que ça ne s'installe pas très longtemps. Il faut vraiment examiner ces mécaniques et ces dynamiques relationnelles pour que ça cesse, en fait. Donc, reprendre son pouvoir en main, euh, sa responsabilité, avoir moins d'attentes sur la relation amoureuse. Si j'ai moins d'attentes, j'ai moins d'états amoureux comme ça. Parce que j'avais une patiente comme ça ce matin d'ailleurs. Elle faisait ça, elle. Elle courait derrière des hommes qui s'intéressaient pas tellement à elle. Un peu comme ça, là, ce truc-là. Et en fait, en faisant l'examen de sa vie globale, elle travaillait beaucoup trop.
Elle jouait à la fourmi et pas à la cigale assez. Et du coup, sa vie était vraiment pénible de son point de vue. Et du coup, elle cherchait la baguette magique à travers l'état amoureux et l'homme qui allait la sauver. Et évidemment, ça ne pouvait qu'être une impasse. Vous avez compris le truc. Donc, c'est toujours Oui, intéressant d'examiner l'ensemble de la vie de la personne pour voir mais pourquoi elle fait ça, quoi. on entend souvent justement le côté très négatif, disant oui, c'est des manipulateurs, C'est etc. ça? Même quand je me suis intéressée à ce sujet, enfin, j'ai vu plein d'articles qui parlaient justement d'une technique de manipulation, enfin, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte que enfin, d'un côté, on peut même dire que la personne qui fait subir ça est même victime parce qu'elle est victime de ses propres peurs et de ses propres Bah oui. de sa propre manière d'agir, quoi. Ouais, ouais, puis il y a un sentiment profond de solitude. Quand on n'aboutit pas, il faut voir aussi ça quand même, parce qu'on aspire à la connexion, hein. Donc il y a quand même au fond, au plus profond, quand j'arrive jamais à aboutir à créer une relation durable, je suis quand même, je me sens seule, je me sens froid, en protection certes, parce que je me protège, mais froid et seul, comme quand j'étais petit. Donc c'est pour ça que je disais pas que c'était, j'ai pas parlé de mots toxiques, je trouvais que c'était un peu non vertueux. J'ai plutôt dit tragique. Je trouve ça plus juste. C'est ça, ouais. Ben, parfait. Enfin, j'ai plus d'autres questions à vous poser, donc pour moi, c'est bon. Bah, pour moi aussi. L'article, il paraît quand?